Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le webinaire de ce soir est organisé par les éditions du Croquant. On est une maison d'édition indépendante qui existe sous la forme d'une coopérative et on publie des travaux de recherche en sciences humaines, des essais et des témoignages. Le Croquant actuellement est co-dirigé par Louis Weber et Arnaud Saint-Martin. Le livre qu'on va vous présenter ce soir, je ne sais pas si vous pouvez le montrer. Donc, c'est un petit ouvrage de 130 pages, construit de manière très synthétique et facile d'accès, pour expliquer que non seulement une autre cantine est souhaitable, mais aussi qu'elle est possible. Le système actuel se prévaut d'être sans danger pour la santé à court terme, et vous relevez tous ces points faibles, au nom duquel la piètre qualité des ingrédients, l'homogénéité des goûts, le manque de goût, le coût environnemental, mais aussi social, et vous montrer que des alternatives sont possibles sans nécessairement changer les contraintes de coût. Et donc, la cuisine que vous proposez n'est pas qu'une affaire de goût, mais aussi d'éducation, d'écologie et de justice sociale. Alors, je vais présenter nos invités. Et avant de leur donner la parole, je vous propose que dans la seconde partie de la rencontre, vous posiez vos questions via le chat, via l'onglet Converser, et je me chargerai de les lire de vive voix à nos invités. Alors, Marc Pernoud, vous êtes sociologue et anthropologue à l'Université de Lausanne. Vous étudiez le travail et la culture dans les sociétés contemporaines et vous avez publié plusieurs ouvrages et articles sur le travail artistique, le métier de musicien, mais aussi sur l'artisanat ou encore la mise en spectacle du travail par la télé-réalité. Pierre-Yves Remler, vous êtes cuisinier au collège de Lézigny-en-Corbière. Vous avez commencé à travailler à 16 ans dans la restauration commerciale. Ensuite, vous avez été chef pendant des années dans différents établissements et vous travaillez dans la restauration collective depuis 2007. Eh bien, je vous en prie, la parole est à vous. Expliquez-nous pourquoi vous avez écrit ce livre. Je peux commencer, Marc, ou je t'en prie, vas-y. Qu'on se passe la main, vu qu'on est deux. On a cette idée de livre de coécriture. Elle est née des discussions qu'on a avec Marc depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, vu qu'on se connaît maintenant depuis très longtemps. Et que ce soit de mon passage en cuisine, et mon travail en cuisine et du travail de sociologie de Marc, on a échangé pendant plusieurs années. Et que ce soit mon passage en restauration commerciale ou en restauration collective. Donc, c'est né de ces échanges-là et de la volonté aussi de faire peut-être un premier petit livre sur la restauration collective qui propose une alternative, en tout cas qui défend ce qui peut se faire de bien ou de mieux en restauration collective. Le but était aussi de remettre un petit peu le travail de cuisinier en collectivité au centre de la démarche et de le revaloriser aussi un petit peu. Donc voilà, c'était l'idée de départ était de là. Marc, je ne sais pas si... Oui, non, mais effectivement, c'est ce qu'on raconte au début du bouquin aussi. Hein. Depuis des années, on discute. Moi, je suis sociologue du travail, au départ plutôt spécialisé dans le travail artistique, le métier de musicien en particulier, qui est un musicien c'était mon métier pendant mes années de thèse, etc., quand j'étais à Toulouse. Mais au-delà de ça, c'est toute la question du travail de service qui m'intéresse. Et depuis fort longtemps maintenant, comme par ailleurs je suis assez gourmand, le métier de cuisinier me semble fort intéressant. Et il se trouve que depuis maintenant un bon moment, comme le disait Pierre-Yves, j'ai la chance de le connaître et on est amis depuis plus de 15 ans maintenant. Et voilà, donc je me suis tout de suite intéressé à son travail, que ce soit au départ dans la restauration commerciale et puis ensuite dans la restauration collective. C'est ce qu'on met aussi au début du bouquin, quoi, hein, le choc un petit peu que Pierre-Yves décrit quand il est arrivé dans la Restauco en venant de la restauration plutôt gastronomique. Se dire, mais je perds complètement mon métier. Voilà, moi, c'est un truc qui, en tant qu'anthropologue et sociologue du travail, m'intéressait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à discuter tant et plus de ces questions-là et vraiment dans une espèce de jeu de ping-pong où
j'ai l'habitude, moi, de faire de l'enquête de terrain. Là, moi, je n'ai pas mis les pieds en cuisine. Je n'ai pas fait d'enquête. C'est en ça que ce n'est pas un ouvrage académique à proprement parler. Ce n'est pas un livre de sociologie pur et dur, si on peut dire. C'est aussi un essai, c'est aussi du témoignage. C'est quelque chose qui a été coécrit par quelqu'un qui est sur le terrain et quelqu'un qui a plutôt l'habitude de réfléchir à la question du travail et de l'organisation. Et pour finir, c'est ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure, hein, c'est peut-être ça qui fait la spécificité de l'approche qu'on a voulu mettre en avant. C'est justement pas seulement de faire un livre pour déplorer la malbouffe à la cantine, les réseaux des industriels, etc. Il faut évidemment dénoncer tout ça et il y a pas mal de gens qui le font, mais au-delà de ça, voilà, il y a un élément qui est toujours absent, enfin, qui est très souvent absent de tous ces discours sur la restauration collective, c'est le travail en cuisine, à proprement parler. Par défaut, on a l'impression que ce travail en cuisine n'existe pas, ne peut pas exister, qu'il s'agira de toute façon d'être un opérateur très peu qualifié, tout à fait spécialisé dans l'ouverture d'une boîte ou quelque chose comme ça, et qu'il n'y a pas de question à se poser de ce point de vue-là. Et là, c'est vraiment le fait que Pierre-Yves soit du métier et depuis maintenant 10 ans travaille en restauration collective in situ et avec d'autres cuisiniers en France et discute et compare et voit ce qui est possible. Il y a un côté vraiment très concret en lien avec le métier qui est complètement au cœur du projet du livre. Voilà, je m'étais... Merci. Alors, donc, vous pouvez poser vos questions ici. Vous avez dû recevoir un message sur le côté de ma part. Alors, en attendant que vous posiez vos questions, moi j'en aurais une. Bon, je ne suis pas parent d'élève, mais j'imagine le devenir un jour. Et je me demandais comment est-ce qu'on s'organise concrètement quand on est parent d'élève et qu'on a envie de faire changer la cantine de son enfant et de l'établissement de son enfant. Par quoi est-ce que ça passe d'un point de vue de la mobilisation? C'est une bonne question. Je vais laisser Pierre-Yves répondre parce que pour le coup, il est beaucoup plus expert que moi en ce domaine. Les parents d'élèves, il y a déjà des exemples de collectifs de parents d'élèves qui s'intéressent un petit peu à ce qui est servi à leurs enfants dans les cantines, souvent en ville. Et des parents qui se mobilisent. Donc, je vais dire qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est du temps, c'est de s'imprégner un petit peu de tout ce qui entoure la restauration collective. Et je vais dire de s'intéresser le plus possible et de participer le plus possible. Et c'est comme ça que c'est en échangeant avec les élus, avec les cuisiniers, que les parents, en tout cas que les acteurs qui sont en dehors de la restauration collective, peuvent essayer de faire changer ou de proposer. C'est un milieu très fermé, très obscur, donc c'est vraiment pas évident d'arriver à rentrer dans les cuisines de collectivité, de faire des propositions. Mais ça se fait à force de courage et de combat. Il y a des collectifs de parents sur Paris, par exemple, qui prennent ça à bras-le-corps et qui, du coup, vont voir un petit peu ce qui est servi aux enfants, demandent quelques explications aux élus, voilà, demandent à goûter les repas. Et puis après, sont force de proposition pour essayer d'améliorer, pour aller vers des pratiques plus respectueuses et tout ça. Donc, Alors, il y a des moyens de faire, mais qui demandent du temps et qui demandent surtout une approche globale de la restauration collective, de savoir un petit peu ce qu'il en est, se retrouver dans tous les échanges et tout ça. Donc, c'est Marc, je te laisse. Ouais. Non, pardon, je ne veux pas te couper. Non. Il y avait juste que je m'apprêtais à compléter ce que tu disais. Tu dis c'est un milieu très fermé, etc. Effectivement, et on s'en est aperçu, ne serait-ce qu'avec les suites de notre article dans le Monde diplomatique, un droit de réponse qui a été demandé, etc. Enfin, il y a des enjeux industriels, il y a des voilà, c'est effectivement pas forcément évident de mettre son nez là-dedans quand on n'est pas de la partie, si je puis dire. En revanche, on peut essayer d'envisager les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à faire entrer la question dans l'espace public, on bénéficie d'une espèce d'élan positif, c'est-à-dire que tout le monde veut que les gamins mangent mieux à la cantine.
Hein, tout le monde aime sa maman et tout le monde veut que les gamins mangent mieux à la cantine. Il y a une espèce de quelque chose d'un petit peu indiscutable là-dedans, quoi. Et il peut y avoir une façon de faire, voilà, de faire entrer la question dans l'espace public, dans le débat public, dans la mesure où a priori tout le monde est pour et où on n'est plus enfermé justement dans le jeu de l'entre-soi des industriels, des acheteurs professionnels, des marchés publics, etc. Mais où là, on va faire entrer des élus qui devront bien se positionner aussi à un moment donné et dire oui, dans ma commune ou dans mon département, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc je pense qu'il y a des leviers. Il y a des leviers, mais qui sont clairement liés aussi au fait voilà, de faire entrer la question dans le débat public. Elle y est déjà de manière latente. Hein. Il faut en profiter. Il faut en profiter et pas se laisser embobiner après, parce que juste l'élu aura dit j'ai signé un truc pour 20% de bio dans les assiettes de vos gamins l'année prochaine, et puis tout va bien, alors qu'en fait, ce sera juste un yaourt industriel bio qu'il y aura à chaque fois. Donc, il faut être vigilant, et ça rejoint ce que disait Pierre-Yves. Il faut quand même s'intéresser de près à tout ça. Mais, pardon, c'est vrai que, en tout cas, l'approche avec les élus est très importante. Et c'est eux qui décident. Donc, finalement peut-être les meilleurs leviers, c'est d'approcher les élus et de travailler avec eux. D'accord. Et les élus, ils ont ce pouvoir de changer de fournisseur ou d'entrer en négociation avec eux? Pas directement peut-être pas directement avec les fournisseurs, parce que les élus, ils donnent plutôt des lignes directrices et ils peuvent souhaiter que la cantine change et ils donnent les orientations. Mais après, les élus peuvent tout à fait, il y a des milliers d'exemples en France de petites communes ou de départements qui s'engagent et qui arrivent vraiment à changer les choses avec un petit peu de volonté et puis avec les connaissances et en s'entourant bien, il y a des beaux projets qui aboutissent. D'accord. Oui, puis les élus, comme tu disais, Pierre-Yves, ils donnent des lignes directrices, et après, il ne faut pas oublier que dans les cantines, c'est les cuisiniers qui ont ce pouvoir-là aussi. Ce n'est pas évident pour les directeurs d'établissement. Il y a régulièrement des chefs des achats, des économes, etc., qui aimeraient bien avoir gardé la main là-dessus, puis que le cuistot, encore une fois, se contente d'ouvrir les boîtes et les sachets surgelés qu'il reçoit tous les jours, quoi. Mais fondamentalement, c'est ce que tu fais, Pierre-Yves, et c'est ce que font plein d'autres cuisiniers que nous avons rencontrés pour le livre. Hein. Ouais, des cuisiniers qui, comme ils disent, choisissent leurs bêtes sur pattes, qui connaissent l'éleveur, voilà, c'est des choses qu'on trouve. Donc, dans les établissements scolaires, c'est pas vrai dans toute la restoco, évidemment. Hein. C'est pas forcément la même chose à l'hôpital ou dans des lieux comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est vraiment le sujet central de notre livre, à savoir la cantine scolaire, c'est les cuisiniers qui ont la main, qui peuvent avoir la main. Et alors, rappelez-nous, donc, dans une cuisine scolaire typique, l'infrastructure et le matériel appartiennent à l'école, et c'est une entreprise qui loue cet espace-là pour un prestataire de service, en fait. Il y a plusieurs solutions, plusieurs situations. Je vais te laisser dire, Pierre-Yves, ça m'évitera de dire des bêtises, mais entre délégation, concession, trucs sur place, enfin, je sais pas, voilà, je te laisse dire. Oui, non, il y en a qui délèguent le service. Donc, effectivement, les locaux, les structures appartiennent aux villes, aux départements et délèguent le service. Donc là, on a des entreprises privées qui arrivent effectivement dans les locaux et qui préparent et qui servent les repas. Mais il y a plusieurs fonctionnements, il y a des fonctionnements différents en fonction des structures, en fonction des collectivités aussi. Donc, on peut entre une petite collectivité d'un village qui sert les 70 enfants et un département qui gère 90 collèges. Il y a bien sûr des contraintes et des spécificités différentes. Bien sûr. Mais pardon, Pierre-Yves, par rapport à ce que tu disais, dans les cantines scolaires, la plupart du temps, enfin, je ne sais pas si c'est la plupart du temps, mais enfin, il y a encore très souvent, et c'est ton cas, des fonctionnaires. Des gens qui sont des fonctionnaires de catégorie C, qui sont des fonctionnaires territoriaux. Ça, c'est le système de base, si on peut dire, quoi. Après, des communes ou des départements peuvent choisir de sortir de ça. Les communes sont responsables des écoles, les départements sont responsables des collèges, les régions sont responsables des lycées. Donc, chacun à son échelle peut décider de déléguer le service et de dire, ben voilà, nous, on va payer plutôt quelqu'un de Sodexo ou une équipe de Elior qui va venir préparer les repas dans notre cuisine, dans notre cantine. Mais ce n'est pas systématiquement comme ça. Non, il y a la cuisine centrale de Toulouse, elle appartient à la ville de Toulouse et c'est eux qui la gèrent. Par contre, c'est une cuisine centrale, ils font aux alentours de 50 000 repas. Alors voilà. D'accord, qui répartissent ensuite. C'est ça. Et bien souvent, c'est sous-traité
quand c'est regroupé, en fait. Et là, par exemple, sur les communautés de communes, quand ils ont regroupé tous les petits villages et qu'on fait du portage de repas, ben là, bien souvent, sur ces unités centrales, c'est sous-traité à des entreprises privées. Par contre, quand ça reste des petites formules comme des collèges, comme chez nous, où on est sur des effectifs qui restent abordables, où on parle de quelques centaines de repas, là, souvent, on a encore des cuisiniers, des fonctionnaires qui sont là et qui cuisinent tous les jours. D'accord. Et un cuisinier d'un collège ou d'un lycée, on va dire classique, qui est dans ce cas-là, s'il a envie de faire à manger sur place, il a les machines qu'il faut, il a le matériel qu'il faut? Ou est-ce qu'il faut investir dans autre chose par rapport Alors, à un... si la société cuisine déjà sur place, c'est que la cuisine est équipée, donc il va pouvoir tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a des exemples et on est de plus en plus sollicité pour des collectivités qui souhaitent justement remunicipaliser leur D'accord. cantine. Et donc, ils sont confrontés à toutes ces contraintes de savoir comment est-ce qu'il faut s'équiper, comment est-ce qu'on entretient cette cuisine centrale, est-ce qu'on la démonte, est-ce qu'on fait ça petit à petit, est-ce qu'on fait ça tout d'un coup. Donc, bien souvent, quand c'est des volumes très importants, c'est bien plus compliqué. Quand on parle de cuisine centrale à Paris ou dans les grandes villes, Ouais. c'est très compliqué, mais il y a quelques collectivités qui s'engagent et qui commencent à enlever quelques effectifs pour remettre des cuisiniers dans certaines écoles. Mais là, du coup, effectivement, il faut qu'ils soient accompagnés. C'est ce qu'on fait avec le collectif. On les accompagne pour auditer, pour savoir un petit peu ce que ça va demander en investissement. Ça dépend un petit peu dans quel état la cuisine a été laissée aussi. D'accord. Sachant qu'on a eu des témoignages aussi de cuisiniers qui nous ont expliqué que à terme, et pas forcément à très long terme, ben, il y a des économies on fait des économies, quoi, disons, hein. Le fait de s'équiper un petit peu pour pouvoir cuisiner sur place Ouais. permet aussi de faire rentrer des produits bruts pour les cuisiner sur place, justement, et de les payer nettement moins cher que des produits ultra transformés, où encore une fois, on n'a plus qu'à ouvrir une barquette et la passer au four, quoi. Ça, on a travaillé, c'est intéressant. On a travaillé ça avec les copains du collectif, justement, parce qu'on essaye d'accompagner, comme je le disais, des collectivités qui veulent remunicipaliser. Et dans la semaine dernière, j'étais dans une petite commune dans le Minervois, à côté de chez moi. Et c'était tout à fait ce genre de discussion qu'on avait avec le maire. Et on est en train, avec le collectif, en tout cas, d'essayer de répertorier un petit peu tous les coûts que ça engendre. Mhm. Tout ce qui, parce que bien souvent, c'est la question primordiale financière de savoir qu'est-ce que va coûter la remunicipalisation, puis les coûts des repas, etc. Et bien souvent, on s'aperçoit, et quand on va fouiller dans les contrats qui sont signés avec les gros prestataires, qu'il y a des colonnes et des lignes qui n'ont aucun but ou enfin qui ont des annotations un peu spéciales sur des frais de communication, des choses comme ça, qui font que finalement, les prix des repas de ces sociétés privées, elles sont quand même bien élevées par rapport à ce qui peut être fait par une équipe d'agents municipaux dans une cuisine. Donc, on garde ça un peu secret parce que c'est vrai qu'on ne veut pas le dévoiler, enfin, et on est en train de bien le construire. Mais l'idée, elle est là et on est en train de sortir en tout cas les outils et des chiffres pour montrer qu'effectivement, ça peut coûter moins cher de récupérer sa cuisine et de remettre des cuisiniers en partant dans cette démarche-là, de travailler des produits bruts, etc. Donc voilà, de maintenir les coûts et tout ça. Donc, a priori possible et même peut-être moins cher. Mm. Et par ailleurs, on en revient quand même aussi, il y a quand même, semble-t-il, une tendance par rapport aux grandes cuisines centrales, hein, ces énormes usines à nourriture qui fournissent 20, 30 000, 40, 50 000 repas par jour. Euh, c'est un modèle qui s'est développé dans les années 80, 90, qui a atteint son apogée dans les années au tournant du siècle, on peut dire, hein. Mhm. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, on commence quand même à en revenir aussi, à tout point de vue, que ce soit pour la qualité gustative des repas, que ce soit pour l'organisation générale de toute la chaîne de producteurs, etc. Enfin, voilà, relocaliser tout ça, le désindustrialiser un petit peu et retrouver un artisanat. C'est quand même quelque chose qui est pas mal dans l'air, même si il y a encore évidemment de très très grandes cuisines centrales et que c'est encore une industrie florissante et qui a de beaux jours devant elle. Mais voilà, il y a de plus en plus quand même de voix discordantes qui se font entendre. Donc là aussi,
c'est clairement dans cette optique-là qu'on se situe. Hein. Le dernier chapitre du bouquin, bon, voilà, on essaye d'expliquer que dans la mesure du possible, ouais, on doit essayer de penser autrement qu'avec ce modèle de grande cuisine centrale, grande usine alimentaire. Bien sûr. Et alors, ça me fait revenir vers ce que disait Pierre-Yves un peu plus tôt. Bon, ça peut coûter moins cher, mais moi, je sais pas, pour les Parisiens ou les gens qui vivent dans des grandes villes, on a du mal à imaginer que autour de nous, il y a un ancrage territorial qui permet ça, qui permet qu'il y ait des producteurs locaux de fruits, de légumes, de viande, et qu'on puisse s'inscrire comme ça dans un terroir qui puisse nous permettre d'avoir des choses de bonne qualité, mais presque moins chères que On est, on est d'accord, hein, plus on parle d'aires urbaines importantes, et plus ça peut être compliqué. Bien sûr, et là encore, on dit bien dans les premières pages du bouquin qu'on n'a pas la vérité et qu'on ne prétend pas apporter avec une baguette magique comme ça, une espèce de solution d'un monde enchanté où chacun aurait son potager, chaque école aurait son potager pour faire ses propres légumes, etc. Même si dans l'absolu, c'est des choses qu'on peut imaginer, y compris avec l'agriculture urbaine, qui sont quand même des choses qui se développent de plus en plus, et on sait que ben voilà, on va aller vers des trucs comme ça. Donc, c'est pas complètement utopique, mais il ne s'agit pas non plus voilà, de tout changer d'un seul coup. Mais puis, mine de rien, la région parisienne, c'est quand même une zone tempérée, il y fait bon, on peut cultiver des fruits et des légumes de multiples sortes. Enfin, Pierre-Yves est plus spécialiste que moi, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le fin fond de la Sibérie non plus, quoi. Donc, c'est ça aussi, finalement, hein, c'est tout un vivier de producteurs locaux. Pardon, qui doit retrouver sa place, y compris dans des zones fortement urbanisées, mais tout en sachant qu'évidemment, oui, c'est toujours plus compliqué. On ne peut pas faire du 100% bio local dans toutes les écoles de Paris l'année prochaine, c'est pas possible, quoi. Pas comme ça. Ouais. Alors justement, pardon, je continue, mais c'est vrai que moi je le vois, j'y suis confronté parce que sur chaque territoire c'est différent et même à la campagne, des fois comme nous, quand on veut s'approvisionner pour 600 repas en local, ben, c'est pas toujours évident. Donc pour chez moi aussi, moi aussi, des fois pour le collège, j'ai construit ça depuis 2-3 ans, tous ces liens avec les agriculteurs. Et je vois et je comprends bien qu'on ne pourrait pas, en tout cas, produire et livrer tous les collèges de l'Aude, comme je le fais, par exemple. Ouais. Mais le but, en tout cas, du livre et puis du travail que je fais aussi au collège, c'est de dire que c'est possible, en tout cas, et que peut-être la transition alimentaire ou écologique qu'on attend, elle pourrait venir de là, justement, d'une volonté sur la Restauco, donc de se dire que la restauration collective puisse être le levier justement à une installation d'une agriculture paysanne et locale diversifiée, tout en sachant que la restauration collective serait une offre et une plateforme tout à fait conséquente et agréable pour des agriculteurs qui se retrouveraient avec un débouché bien plus facile. Mais du coup, ça s'organise effectivement et on ne pourra pas décréter qu'en 2 semaines, on s'approvisionne chez tous les agriculteurs. Donc, peut-être que justement le parcours et je l'espère peut-être que ce soit le futur de la Restauco, c'est qu'on arrive vraiment sur cette démarche-là, comme ça s'est fait par exemple au Danemark, sur des démarches vraiment ambitieuses où on veut partir sur du 100% bio, sur du local, etc. Et là, c'est au fur et à mesure que ça se construit. Et quand on a une ambition comme celle-là, après, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les cantines de France ne seraient pas justement, ce que je disais, ce levier à l'installation d'une agriculture diversifiée? Et on arriverait peut-être aussi à avoir un peu plus de sécurité alimentaire, enfin de relocaliser des emplois. C'est tout ça qui est en jeu aussi. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, vous disiez que bon, on ne pourrait pas changer du jour au lendemain, mais ça pose la question des contrats. C'est des contrats, c'est des bails, j'imagine, de combien de temps? Quand on ouvre une cantine signe avec un prestataire. Alors, ça peut être 1 an renouvelable, D'accord. comme ça peut être 5 ans. Et donc, ça, c'est les élus qui le décident et qui le signent.
mais ça a tendance à plutôt se raccourcir. Mais c'est vrai que du coup, quand on est parent d'élèves ou quand on a des ambitions ou quand on est peut-être simplement élu, des fois on est élu et on a des ambitions et des volontés sur la cantine de sa ville, par exemple, et on se trouve coincé parce que le contrat a été signé pour 5 années et qu'on ne peut rien faire avant. Bien sûr. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça ficelle tout et les contrats longs, effectivement, ça ficelle tout et du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Et des élus qui liraient le livre cette année peuvent aussi réfléchir pendant les 5 années qui viennent, le temps de dénoncer le contrat qu'ils viennent de signer avec un gros industriel et puis se lancer dans 5 ans, il n'y a pas de problème. Vous pensez que c'est uniquement des questions de coûts qui font choisir des gros industriels ou des questions de sécurité alimentaire, hein, ou des peurs Bien sûr, il y a toute la sécurité alimentaire et tout ça. Après, ça a été le jeu aussi de ces sociétés, hein, de venir proposer une cuisine et des plats tout préparés et c'est ce qu'ils vendent en premier, c'est la sécurité alimentaire et l'hygiène, etc. Donc effectivement, ça c'est aussi un des gros points de contraintes que les élus n'ont pas trop envie de porter. Donc bien que finalement, il n'y ait pas non plus. On voit que la restauration collective, elle a quand même évolué. Et bien souvent maintenant, les problèmes d'hygiène ou de sécurité alimentaire, ils arrivent surtout des usines de malbouffe. Et c'est dans ces produits-là et en tout cas qu'on empoisonne les enfants. Et maintenant, il est très, très rare que ce soit dû au fait du cuisinier ou des pratiques qu'on avait en cuisine peut-être il y a 30 ans où on fumait sous la hotte ou enfin voilà, tout ça. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Et c'est vraiment, enfin, les cuisiniers de collectivité, pour ça, en tout cas, ils ont été formés, reformés. Enfin, ils connaissent l'hygiène par cœur. Donc là, il y a vraiment très peu de problèmes de sécurité alimentaire. D'accord. Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est des choses qu'on a vues régulièrement en préparant le bouquin. La sécurité alimentaire, c'est le point fort de la formation des cuisiniers de collectivité. S'il y a bien un truc qu'on leur reconnaît, c'est au moins qu'ils n'empoisonneront pas les gens. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que, effectivement, comme le rappelait Pierre-Yves, d'une part, ben, ça veut dire aussi que avec ce système de grandes usines à bouffe, ben, s'il y a un problème, il est multiplié par 50 000 plateaux repas, quoi. Donc, bon, on vient de connaître avec une pandémie mondiale ce genre enfin, tout ce que ça implique, ces méga concentrations, etc. Et puis d'autre part, ben, là encore, oui, c'est la question de la question de la compétence des cuisiniers. Il faut faire confiance aux professionnels, quoi. C'est leur métier. Oui, Pierre-Yves, enfin, j'étais tout à fait estomaqué quand Pierre-Yves m'a expliqué que ben, on avait par exemple tout à fait le droit d'utiliser des œufs normaux, quoi, des œufs à la cantine, alors que pendant longtemps, il a cru qu'on n'avait pas le droit. Et je suis sûr que plein de cuisiniers de collectivité, leur chef, enfin, ou leur chef des achats ou leur directeur leur a dit non, c'est uniquement les œufs en bidon industriels. Et voilà, et là aussi, quand on voit dans la restauration commerciale les questions sanitaires, etc., il y aurait vraiment un gros travail à faire de ce côté-là, quoi. Et la collectivité est bien plus avancée, quoi. Les cuisiniers de collectivité sont bien plus compétents enfin, en tout cas, ou respectent en tout cas beaucoup plus les règles d'hygiène que dans pas mal de restaurants commerciaux, ceci dit, sans vouloir pourrir les restos commerciaux par ailleurs. Merci. Alors, aux participants, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, je vois aussi qu'on n'a pas vu le bouquin. Alors, je vais le remontrer. Très bien. Alors, je parle tout en montrant le livre, comme ça tout le monde voit le livre. Pendant que je parle, une autre cantine est possible. Si je me tais, on ne le verra plus, c'est ça? Il faut préciser que c'est vous qui avez eu l'idée du logo, qui est pas mal du tout, je trouve. Virgile, j'ai un message de quelqu'un qui me dit que les commentaires sont désactivés. Alors, je ne sais pas si... Alors, les commentaires sont désactivés. Je ne sais pas. C'est un message que je reçois, mais peut-être que... Alors, si vous bougez votre souris sur la vidéo, normalement, il y a Converser qui s'affiche.
dans la petite vignette. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux que j'écrive un message? Alors, ouais, si tu peux recueillir la question par message, ce serait super. Je cherche, là je ne vois pas tellement ce que je peux changer. Peut-être, Virgile, il faudrait aller dans l'onglet Converser, justement, et Ouais. il doit y avoir des options. Et j'y suis, en fait, j'ai écrit plusieurs messages, alors je ne sais pas si les Oui, gens... je les vois, je les vois. Ah oui, vous les Je les voyez. vois, mais il doit y avoir des options auxquelles moi je n'ai pas accès puisque je ne suis pas l'hôte de la discussion. Euh, On a montré le livre? Ouais. Pierre-Yves, tu nous as écrit bonjour à tous. Oui, c'est moi pour faire un essai pour voir si ça marchait. Mais... Ça marche, mais c'est des gens qui nous écoutent, visiblement, ne peuvent pas nous écrire. Le truc, c'est que c'est Catherine qui a lancé la réunion et je ne suis pas sûr d'avoir la main sur quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a des gens qui lèvent la main dans le public. Ah ouais. Bon. Il y a des gens qui lèvent la main dans le public, parmi les spectateurs. Normalement, enfin, excusez-moi, mais ils devraient pouvoir vraiment utiliser discussion. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas. Ils ne le voient pas, c'est ça qui est bizarre. Discussion, on peut l'utiliser pour poser des questions. Ouais, c'est vrai que c'est un deuxième message pour me dire que c'est désactivé. Mais là, j'ai une question si vous voulez. Ah, allez. Une question de Marie. Donc, qui dit pour sa part, elle est curieuse de la dynamique RH. Il semble, d'après le bouquin, y avoir un vrai problème de motivation et de compétence avec du personnel arrivé là sans conviction. C'est une question pour toi, du coup. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est sans conviction ou pas, mais c'est un peu ce qu'on évoque dans le livre aussi, c'est ce passage de la restauration commerciale, comme pour beaucoup de cuisiniers, à la restauration collective. Donc, on vient d'un restaurant où on sert des menus, des beaux menus, des cartes, des belles assiettes qu'on décore. Quand on est le chef, on a la chance d'aller en salle, d'être applaudi par ses clients, d'être félicité, de faire le tour des tables. Et quand on arrive en restauration collective, c'est tout autre chose. Et du coup, ce qu'on évoquait avec Marc et ce qu'on évoque dans le bouquin, c'est le fait qu'on nous enlève un petit peu notre savoir-faire, notre travail. Et du coup, on se met à travailler des produits déjà transformés. Donc, c'est vraiment toute notre valeur du travail qu'on nous enlève. Et on en arrive à effectivement être un peu nostalgique. Donc, du travail qu'on pratiquait avant. Donc, il y a peut-être aussi ce parcours-là des cuisiniers qui arrivent en collectivité, à qui on enlève le savoir-faire, les compétences et tout ça, et à qui on demande de travailler des produits industriels, de mettre en œuvre, de plaquer des produits dont ils n'ont pas l'habitude de travailler. On leur donne des fois pas toujours les moyens. Donc, voilà, il y a peut-être tout ça aussi qui fait qu'on peut rencontrer des cuisiniers un peu démotivés et qui se sentent pas de porter des projets tout entiers à eux tout seuls. Oui. Alors, il y a ça d'une part, mais je dirais à la limite, quand il y a ça, il y a quand même quelqu'un qui sait cuisiner.
Après, le problème est aussi que dans pas mal d'établissements, tout simplement en cuisine, il y a des fonctionnaires de catégorie C qui sont rentrés là, qui ont passé le concours de la territoriale qui ont passé des années à passer le balai dans les salles de classe ou à s'occuper du linge ou à faire je ne sais pas quoi et qui se sont retrouvés en cuisine, mais à qui on a dit tu ouvres les boîtes, tu fais ce qui est marqué sur la fiche et puis c'est tout. Mais là aussi, ce qu'on a essayé de montrer dans le bouquin, et enfin là encore une fois, mais c'est pas du tout ma compétence, hein, mais c'est au contact de Pierre-Yves et de ses collègues que j'ai découvert ça, quoi. Mais il est possible de former spécifiquement aux techniques de la cuisine de collectivité des personnes qui sont en cuisine, sans les transformer en top chef, hein. On n'est pas du tout dans ce délire-là, absolument pas. C'est même un peu le contraire, hein. C'est une simplicité volontaire, etc. Mais voilà, sur des bases simples, de se former à quelques techniques, par exemple, pour pouvoir faire cuire, je ne sais pas, 50 kilos de pâtes et qu'elles soient bonnes quand même, quoi. Voilà, ce que je ne sais pas faire, moi, par exemple, mais que les cuisiniers de collectivité qui sont formés savent faire. Et donc, voilà, il y a quelque chose à faire, il y a des choses relativement simples. Visiblement, je vais laisser Pierre-Yves revenir dessus parce qu'il peut en parler plus que moi, mais il y a visiblement, y compris pour des équipes au départ très peu formées, des choses à faire en termes de formation pour que tout de suite ça aille mieux. Et oui, je rebondis à nouveau, mais c'est vrai que après, il faut s'imaginer aussi travailler dans une cuisine aux odeurs de produits, avec des produits industriels et tout ça. Donc, à la longue, c'est quand même un travail, ça devient un travail d'usine, c'est plus vraiment un travail de cuisinier. Donc, où est le bonheur? Enfin, quand on choisit ce métier, c'est pour faire plaisir aux gens, on aime faire plaisir aux gens, on leur fait à manger, on veut leur apporter quelque chose. Et là, tout ça, c'est perdu. On perd aussi tous les liens qu'on a avec nos producteurs, avec les mangeurs et tout ça. Donc, tout ça fait que tous ces liens cassés et tout ça font que finalement, effectivement, ce n'est pas très marrant de travailler dans une cuisine centrale où on plaque 3500 poissons surgelés avec des gants parce que sinon, on a les mains surgelées. Donc, effectivement, il y a ça aussi. Après, on a ces expériences et Marc le disait, on peut tout à fait former, bien que moi, souvent, quand je fais de la formation, finalement, c'est pas de la technique et on arrive chez des cuisiniers qui savent faire, mais c'est surtout porter ce discours et partager ça, en tout cas le fait de se réapproprier son travail et de devenir heureux en pouvant retrouver son travail, en repartageant, travailler en équipe. Voilà, il y a tout ça qui se remet en place et faire une approche de produits locaux, de produits bio, tout ça, c'est pas juste acheter un produit, c'est toute une approche globale qui fait qu'on partage aussi avec les équipes et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà. Cuisinier, ça peut effectivement, ça peut ne pas être marrant du tout quand on est dans des cuisines centrales, quand on est dans ces lieux-là, de cuisiner quoi, de travailler, hein, c'est pas effectivement. Et puis alors Marc, c'est vrai que Marc, on parle plusieurs fois et on l'évoque au début du livre, mais Marc, il m'a partagé ce travail de sociologie qui s'appelle Le cuisinier nostalgique des années 2000, la mise en place de ces cuisines centrales, de ces grosses usines et tout ce que ça voulait dire pour ces cuisiniers de collectivité. Donc, c'était un petit peu ça aussi. Et le livre, il avait l'ambition, l'intention aussi de parler de ça. J'ai reçu une question par mail. Ah, super. De Mathieu Montantou. Mathieu, qu'on voit d'ailleurs sur mon affichage, là je le vois. À la limite, s'il ouvre son micro, il pourrait parler, mais je crois qu'il n'a pas le droit, c'est ça, c'est interdit. Enfin, Comment? Ah si, s'il a été invité, oui, ça y est. Je Ouais. ne sais pas, il est là, il y a marqué discussion autorisée. Mais pourquoi lui et pas les autres? C'est normal. Mathieu, je vais lire la question. Parmi les acteurs, parents, élus, cuisiniers, qui s'engagent pour une autre cantine, peut-on identifier des propriétés sociales, notamment en termes de capital culturel commune? Autrement dit, cette autre cantine ne fait-elle pas courir le risque à la communauté éducative de créer des entre-soi et des phénomènes d'exclusion symbolique? Mathieu, nous vous remercions pour cette question qui est tout à fait pertinente, mais j'aurais tendance à dire que est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu le cas? Je pense que si tu vas entre ton école de la Vallée d'Aspe et une école dans un quartier du centre de Toulouse ou de Neuilly ou du 16e arrondissement, enfin tu vois ce que je veux dire, ou bien dans une école d'un quartier urbain populaire, défavorisé, etc., tu vas avoir à chaque fois des situations très différentes, me semble-t-il.
et à chaque fois aussi des versions de l'engagement de la communauté éducative, alors y compris les parents. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis pas un spécialiste de l'éducation, mais enfin voilà, qui là aussi coexistent sur des modalités différentes. Donc je ne suis pas sûr qu'on aille vers ce qu'on pourrait appeler une gentrification systématique, enfin une gentrification de la cantine pour certains, par certains. Enfin, je crois que ça se fait déjà. Hein. On voit dans certaines écoles parisiennes des collectifs de parents qui se mobilisent, qui alertent les élus, ce sont des parents instruits, qui ont un fort capital culturel et symbolique, et qui donc ont parfois la possibilité d'écrire un bouquin ou de faire un documentaire pour la télé ou pour France Culture ou des choses comme ça, ou de faire signer des pétitions par des gens importants. C'est déjà des choses qui arrivent, c'est déjà des choses qui existent. Donc l'idée, c'est peut-être d'essayer justement de sortir de cette dimension où finalement ça dépendrait vraiment de ce qui se passe autour de la cuisine et d'encourager les gens en cuisine vraiment à se réapproprier leur métier. On peut entendre ça comme un vœu pieux aussi et dire qu'il faut encore être dans des dispositions sociales pour le faire. Mais on pense qu'il peut y avoir des formes de volonté politique dans les collectivités locales, justement, qui vont favoriser, à la fois en termes de formation et puis en termes de constitution, de circuits courts, etc., qui peuvent favoriser tout ça. Et je pense vraiment que la plupart des élus y ont intérêt, quel que soit leur terrain, leur bassin d'électeurs, je dirais. Parce que c'est vraiment un truc qui parle à tout le monde. Et Pierre-Yves le voit dans l'Aude, qui est en train de tourner Front National, comme tout le monde le sait. Enfin, c'est quand même, l'Aude a longtemps été un bastion socialiste et de plus en plus, on voit, on voit quand même l'extrême droite arriver, etc. Enfin, c'est un département qui est assez sinistré au niveau économique, c'est assez compliqué, etc. En tout cas, des élus de la gauche, disons, traditionnelle audoise sont assez sensibles, me semble-t-il, au discours sur le mieux manger dans les cantines, y compris dans des écoles, enfin dans des collèges comme à Lézignan-Corbière, où c'est des collèges très populaires avec des populations de gens du voyage, comme on dit, des populations maghrébines importantes, etc. Quoi. C'est du rural très populaire, quoi. C'est pas du rural enchanté, quoi. Donc, oui et non, pour répondre à Mathieu, mais je pense pas que ce serait pire que ça ne l'est maintenant, mais ça peut se discuter. Merci. Est-ce que vous avez reçu d'autres questions? Non, je vois toujours une main levée d'une dénommée Marie-Lose et de Hélène Sénat, et je suis désolé parce que du coup, elle peut... Ah, non, elle a enlevé sa main levée. D'accord. Mais j'ai envoyé à tout le monde un encouragement à envoyer un truc par mail. Ah, on retrouve quelqu'un qui apparaît sur notre écran à nous. Et on voit Hélène Sénat. Oui, c'était juste super. pour vous dire qu'effectivement, on a eu un petit peu des soucis par rapport à la discussion. Voilà, c'est tout. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, moi j'ai pris mes notes. Vous aurez votre article sur Tout Éduc. Je représente Tout Éduc ce soir. Et voilà. Donc, le livre sera promu. Super, merci. Voilà. Vous n'aviez pas de questions? Non, parce que vous avez dit pas mal de choses qui étaient quand même plutôt. Je vois un petit peu ma ligne d'article. Donc, tout va plutôt bien. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, super. Merci. Mathieu, on peut poursuivre la discussion si tu le souhaites. Je pense que tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole parce que visiblement, c'est assez tranquille. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras non plus. Tu peux continuer à m'écrire par mail. Mais bon, enfin voilà, la question est toujours intéressante. Hein, le risque de recréer de l'entre-soi de gens conscients, bien sous tout rapport, avec leur petit circuit court et leur machin, etc., où on fait notre petit business dans notre petit village, et puis les 50 000 gamins de la ville d'à côté qui continuent à manger de l'industriel. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite, hein. Mais c'est ce qu'on peut à notre niveau. Et alors, au niveau national, est-ce qu'il y a d'un point de vue législatif, il y a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer, sur peut-être des normes qui seraient plus écologiques et environnementales auparavant?
Non, alors il y a la loi Egalim, là, qui depuis 2 ans donne des directives un petit peu. Et donc, on l'évoque aussi dans le livre. On trouve qu'a priori, elle est un peu molle et que elle correspond à une demi-volonté qui convient à tout le monde, en tout cas à tous les acteurs pour l'instant de la Restauco qui verrait pas plus de contraintes que ce qui s'y fait maintenant. Donc finalement, qu'est-ce qui avance un petit peu ce qui se fait, c'est qu'on a un peu plus de produits industriels qui sont estampillés ou labellisés et qui sont distribués. Mais après, concrètement, rien n'était fait, en tout cas, comme on le disait, pour former les cuisiniers, pour les accompagner, en tout cas, vers la démarche. Donc, la loi, est-ce qu'elle proposait, l'ambition qu'elle avait, c'était de rester sur ce qui se faisait depuis 20 ans. Il n'y a pas beaucoup enfin voilà, rentrer quelques produits de label, quelques produits bio, et voilà, et on voit qu'elle a du mal, en tout cas, que ça a du mal à partir. Il y a aussi les menus végétariens dans cette loi Egalim, donc une proposition d'un menu végétarien 1 fois par semaine. Donc ça aussi, enfin pas très bien amené, pas très bien proposé, enfin voilà. Donc et puis toujours quand les industriels sont prêts à proposer les produits. Donc on parle d'un repas végétarien quand les industriels ont préparé leur gamme, ont commencé à communiquer et du coup après les menus végétariens on peut les lancer. Donc voilà, à mon avis. Ces lois Egalim, mais elles sont faites par les industriels, par les acteurs économiques. Elles sont faites voilà, et elles sont accompagnées, en tout cas, par des parents, par des lobbying enfin voilà, mais jamais les cuisiniers, en tout cas. D'accord. Et pardon, Virgile, mais c'est aussi en ça qu'on parle de greenwashing, hein, finalement. Je disais tout à l'heure, tout le monde est pour que les enfants mangent mieux à la cantine. C'est comme, voilà. Donc forcément dire on va améliorer les choses, tout le monde est d'accord, quoi. Et c'est là où une fois qu'on a mis la question de la restauration collective dans l'espace public, il faut se méfier parce que justement, comme vient de le dire Pierre-Yves, les industriels, c'est leur boulot, hein. Ils sont là pour ça, ils sont là pour faire de l'argent et ils n'ont pas leur pareil pour récupérer le truc, quoi, et pour vous dire, mais oui, formidable, regardez, Danone Bio, enfin, comme quand vous allez faire vos courses chez Carrefour ou chez Leclerc, là, vous avez toutes ces gammes bio-industrielles. Ça peut être des yaourts bio qui ont fait 8000 km en camion, j'exagère, mais 3000 km en camion pour arriver là, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a vraiment... alors, sans compter que puisque c'est bio, les industriels peuvent se permettre de faire payer un petit peu plus cher, d'augmenter un peu leur marge. Ils sont vraiment capables de surfer sur cette vague du bio tout court, parce qu'une fois qu'on a dit bio, finalement, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est en ça qu'il faut se méfier aussi. Et pareil sur le local. Une fois qu'on a dit local, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on dit... Pour la plupart des industriels, on dit local quand on dit français. Quand on dit français, on dit local. Donc, vous êtes dans les Corbières, vous avez des salades qui arrivent de Bretagne, elles sont supposées locales, c'est pas possible, quoi. Donc là aussi, voilà, il faut se méfier de tout ce greenwashing, de tout ce ripollinage en vert, pour le dire autrement, et ce discours sur la qualité, la durabilité, un engagement pour ceci ou cela. Et voilà, il faut aller voir concrètement ce que ça veut dire. Qui fait quoi, très concrètement? Bon. J'ai reçu un message, Virgile, je ne sais pas si... Vas-y. Un message de Jean-Marc qu'on a interviewé dans le livre, donc, qui est cuisinier et puis qui est aussi formateur en Dordogne, donc il passe dans les établissements de la Dordogne pour transformer les cuisines, pour les passer en 100% bio. Mais c'est bien plus que ça, parce que le bio, en fait, on parle toujours de pourcentage, et enfin voilà, donc c'est un peu des combats de gros bras pour se dire est-ce qu'on fait du bio, combien, etc. Mais Jean-Marc, c'est autre chose, c'est accompagner les équipes, c'est porter les discours, c'est remettre de la valeur dans le travail. Donc voilà, c'est important. Alors Jean-Marc, il m'écrit, je pense qu'il faut arrêter d'inverser les rôles, où on nous ferait croire que les cuisiniers engagés seraient trop radicaux et les groupes qui ont
enlever toute diversité, plus de saisonnalité, plus de faits maison. Alors eux, ils sont quoi? Attention, cuisiner peut rendre heureux. Pardon, je vais y arriver. Non, mais c'est la remarque de Jean-Marc, effectivement, qu'on est arrivé aussi dans des extrêmes de l'alimentation quand même. Donc, c'est vrai que redonner un petit peu de valeur et remettre ces valeurs au centre des démarches, c'est quand même important. Et voilà, je ne sais pas si Marc, tu veux rebondir par rapport au message de Jean-Marc. Non, non, mais oui, oui, c'est très juste. Merci beaucoup pour la remarque, parce qu'effectivement, hein, ça vaut pour pas mal de débats dans l'espace public par ailleurs, hein, mais la radicalité supposée de certains fait souvent simplement écho à une réalité, à une autre radicalité extrêmement forte et beaucoup plus, comment dire, qui a tout emporté comme un raz-de-marée et qu'aujourd'hui plus personne ne songe à questionner. Donc effectivement, s'imaginer qu'on va pouvoir faire manger les enfants à partir d'usines à nourriture qui produisent 50 000 plateaux par jour, c'est très radical aussi comme façon de voir. Et ça a été, voilà, quoi, c'est quelque chose qui s'est imposé depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai un autre mail qui vient d'arriver, alors qui nous vient aussi de Anaïs Mahurin, qu'on avait interviewé aussi pour le livre. Mais alors attendez, je lis le mail. Voilà, donc question coût. Partir des produits, ça demande du temps, qui est du temps de travail. Et oui, bien sûr, comment ça peut se gérer à petite échelle, report des coûts sur la masse salariale, etc. Oui, oui, alors effectivement, le temps de travail passé à préparer les produits. Alors, je ne sais pas, peut-être Pierre-Yves, tu Oui, peux ouais, en ouais. parler, parce que Non, c'est toi alors, qui l'as ouais. vécu. Là, ça fait partie des projets de réorganisation, de cuisine et de changement. Donc, effectivement, pour pouvoir justement servir bio, local, brut et frais, il va falloir passer, et on passe plus de temps à éplucher des oignons parce qu'on achète des oignons avec la peau et donc du coup, il faut les éplucher. Et donc, ça fait partie aussi moi j'appelle ça un peu de choc de simplification parce qu'on s'est perdu souvent dans des... Oui, alors... Ça fait remarque, Pardon, mais ça on me s'est rappelle perdu. François Hollande. Ouais, on s'est perdu on s'est perdu dans des tâches multiples d'hygiène, de gestion, etc., en oubliant de cuisiner. Donc, moi, je reviens à ça. Et donc, on a remis en tout cas l'essentiel du temps de travail dans, dans le temps à cuisiner. Alors, ça peut être éplucher les oignons ou lever les filets de poisson et passer un peu moins de temps à faire toutes les tâches administratives, etc. Donc, et après, de le faire aussi en équipe. Donc, de ne pas laisser les gens, de ne pas rester tout seul et de ne pas laisser la mamie faire les 60 kilos d'oignons le matin toute seule parce que ce n'est pas très agréable pour elle. Ça. Donc, il y a toutes ces petites tâches de réorganisation qui font qu'après, en partageant le travail, en gagnant du temps à certains moments, on arrive à trouver du temps pour travailler les produits, les produits bruts. Mais effectivement, on s'est posé souvent la question de ça parce que ça demande effectivement, on était confronté à ça. Il y a peut-être aussi, moi j'ai trouvé des solutions de partage aussi avec de l'apprentissage aussi qui permettent aussi de partager le métier. Enfin voilà, il y a des petites solutions comme ça. Et puis je le dis vraiment, alors moi c'est quelque chose de tout bête, mais le cuisinier qui était avant moi au collège, il recevait tous les commerciaux. Donc, tous les commerciaux, ils passaient une fois ou deux fois par semaine, tous les 15 jours. Et donc, le cuisinier était dans son bureau tous les matins à 10 heures. Il partait dans son bureau parce il y avait les commerciaux qui passaient de toutes les sociétés pour montrer le catalogue. C'était une des premières choses que j'ai faites, c'est de refuser le passage des commerciaux. Et donc, voilà, et de leur expliquer à eux le premier, mais qu'est-ce que vous faites, comment? Ben, écoutez, justement, je ne commande plus le poisson surgelé chez Break France parce que je reste en cuisine, je ne vous reçois pas, je gagne du temps pour aller lever des filets de poisson en cuisine avec les copains. Donc voilà, l'idée c'est un peu ça. Merci. Est-ce que vous avez reçu Euh, d'autres questions? hum, 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 hum.
une question sur les réactions négatives de la presse professionnelle, enfin une réaction négative qui est venue d'un organe de la presse professionnelle, mais on ne va pas forcément s'appesantir là-dessus non plus, parce que ça a été, je pense que c'est réglé. Mais oui, oui, ben ça va un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure en parlant de greenwashing, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'ambivalence dans les discours autour des cuisines de collectivité. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la qualité, la durabilité, le machin, et puis des labels, hein, plein de... Les industriels sont les rois aussi de la création du label ceci, du label cela, des trucs qui ne veulent pas dire grand-chose, mais voilà, on signe, la main sur le cœur, on s'engage pour ceci et cela. Et du coup, ça permet d'afficher les meilleures intentions, les meilleures pratiques, etc. Donc, il faut se méfier de ça aussi, et y compris des fois dans l'univers de la communication professionnelle, quoi. Il nous semble qu'il est aussi traversé par ces ambivalences et par ces... Voilà. Et on a pris l'exemple d'un magazine professionnel. On aurait probablement pu en prendre d'autres, mais c'est vrai qu'on a eu un... Oui, oui, un retour, enfin, des gens qui étaient extrêmement fâchés de tout ça, mais c'est aussi, je pense, que ça montre aussi qu'il y a des gens qui sont de très bonne foi et de très bonne volonté et qui, voilà, pensent probablement que certains de ces industriels peuvent faire partie de la solution, ce qui est pas notre cas, quoi. Nous, on pense qu'ils font clairement partie du problème et qu'ils ne peuvent pas faire partie de la solution, et que donc, il ne faut pas leur vendre des pages de pub, par exemple, ou des choses comme ça, ou faire des publi-reportages pour eux. Mais c'est des choses qu'on trouve énormément dans la presse professionnelle par ailleurs. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur un magazine en particulier, parce que c'est encore une fois tout un monde professionnel qui est traversé par ce discours du beau, du bon, du durable, on va s'améliorer, c'est chouette, c'est formidable, c'est local, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, faut être vigilant par rapport à ça, quoi. Je dirais pas grand-chose de plus par rapport à ça. C'est la seule réaction négative qu'on a eue jusqu'à présent. Sinon, non, il y a pas mal de gens, y compris des professionnels du secteur, quoi, disons, associatifs ou autres, qui sont entrés en contact avec nous. D'abord suite à l'article dans le Monde diplomatique au mois de mai. Et puis là, le bouquin vient juste de sortir, donc les gens commencent à le lire un petit peu. Et on a des retours, oui, des gens qui sont assez intéressés. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'on a entre-temps reçu d'autres questions? Pas de mon côté. Par mail. Bon. C'est super en tout cas d'avoir pu discuter on a pris vraiment, j'ai l'impression, point par point là, beaucoup de facettes de votre livre, ouais, qui est très éclairant sur plein de sujets. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Merci à ceux qui nous regardent d'avoir résisté à l'attrait du soleil. Merci aux Croquants d'avoir organisé cette rencontre. D'avoir accepté de porter le projet, d'accepter la maquette de la page et tout ça. Donc, ouais. Hein, c'était un plaisir de travailler avec vous et très content que ça se fasse avec vous, en tout cas pour ce. Voilà, merci. Merci à vous. Bon, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.